Les dessins de Lichtenberg que je vais vous présenter sont extraits d'un livre qui s'appelle Zudelbucher, aux éditions 2001, et ils sont tirés d'un site www.archive.com. Quand je dis les dessins, c'est d'abord, je veux parler d'un dessin. Ce dessin figure, c'est le seul qui figure dans l'édition française des textes de Lichtenberg. Le titre de ce livre, c'est Le miroir de l'âme, aux éditions Corti. Et c'est le premier dessin sur lequel je suis tombé, avec pas mal de perplexité, parce que je me demande toujours ce qu'il représente. Donc le texte, en vous lisant en dessous, j'ai connu quelqu'un qui se représentait les jours de la semaine avec des figures particulières, parmi lesquelles celle du mercredi qu'il dessina sur une table. La figure ressemblait à ceci. On se demande comment on peut représenter les jeudis. C'est intéressant aussi. À partir de ce texte, se demander comment on... Ça m'a bien intrigué ce dessin. D'autant plus que ce qui est aussi intriguant, c'est que, en fait, Lichtenberg n'est pas dessinateur, il n'est pas artiste, il n'est pas non plus écrivain, ni philosophe. Il est physicien. Il a enseigné la physique naissante dans la deuxième moitié du XVIIIe, à Göttingen. Et c'est le premier professeur de physique qui a introduit l'expérimentation dans l'enseignement de la physique. Il a été copié, il a été reconnu par von Humboldt, qui l'a visité, Volta l'a visité aussi. Donc voilà. C'était assez suffisamment intriguant pour aller voir ce qu'il en était réellement de ses dessins, s'il y en avait d'autres d'abord. Et donc c'est pour ça que je me suis mis à la tâche. Je me suis dit, je vais aller voir s'il y en a d'autres et quelle teneur, qu'est-ce que ça peut représenter. Est-ce que je vais trouver le jeudi ou le vendredi? Et donc je suis tombé sur d'autres dessins. Là où l'œil voit indistinctement, comme on a, c'est déjà la marque, la manière, de la mort. Il n'y a pas de dessin clair, il n'y a pas d'imagination ou d'idée. Ah oui, deux mots, je ne parle pas couramment, je ne lis pas couramment en allemand, je le déchiffre. Et ce genre de texte, c'est la façon dont les choses sont posées m'a beaucoup intrigué. Donc, je vais vous montrer, parmi ces recherches, j'ai trouvé la même citation dans une autre édition. Ici, la 577, da wo das Auge unglücklich sieht, ist schon eine Art von Tod. Wo kein wirkliches Bild ist kein Vorstellung. Qu'est-ce que vous notez? C'est qu'il n'y a plus les taches qui étaient présentes dans le premier dessin. Et qu'est-ce que vous notez également en haut de cette page? C'est que l'édition appelle les écrits de Lichtenberg des aphorismes. Et en fait, Lichtenberg n'a jamais écrit d'aphorismes. La première édition, c'était le titre des textes de Lichtenberg, c'était texte mêlé, vermischt, texte divers. La deuxième édition, c'est remarques mêlées. Et ce n'est que la troisième édition, celle qui a commencé à mettre aphorisme, qui a enlevé les tâches et les dessins que vous avez sous les yeux. Et les éditions actuelles, définitives, sont revenues au titre initial, qui est Zudelbucher. Zudel, c'est barbouillage.
Donc, c'est assez marrant de voir que Leitzmann, celui qui a établi l'édition, on va dire, qui a épuré les textes de Lichtenberg pour en faire des aphorismes, a accompli un acte un peu contre nature, parce que Lichtenberg a affirmé lui-même ses cahiers, ses livres de barbouillage. Donc on est sur un tout autre ordre de lecture, du coup. Et ici, bon, vous avez une interrogation sur est-ce qu'on peut, là où il n'y a pas de dessin clair, on ne peut rien construire. Ça vous rappelle peut-être, et c'est peut-être aussi l'envie de Leitzmann, c'était d'élever la pensée de Lichtenberg à un niveau aphorisme. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette citation, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Là, ça c'est une pensée claire, c'est pas entaché, il n'y a pas de tâches qui viennent encombrer l'esprit. Alors qu'ici, il y a une réflexion sur les choses indistinctes, comment peut-on construire à partir de quelque chose d'indistinct. Et en plus, donc, on pourrait dire que Lichtenberg en rajoute, et il veut bien nous montrer ce que c'est qu'un truc indistinct qu'on ne comprend pas du tout. Autre écrit de Lichtenberg, comment cela peut-il être amélioré si cela souffre d'une amélioration? Donc vous avez ces petits, je ne sais pas comment on nomme ça, vous les voyez bien. Au départ, on a l'impression que c'est quelqu'un qui essaye sa plume sur la marge pour savoir si ça va bien marcher. Et vous avez des petites circonvolutions, des petits traits, on ne sait pas ce que ça représente, des ondulations. Et Lichtenberg, s'amuse sans doute à poser la question, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de ça? Est-ce qu'on peut établir une idée à partir de ce petit gribouillant? Est-ce qu'on peut améliorer, si cela souffre d'amélioration? Il faut se souvenir aussi que tous ces dessins, ici, c'est pas possible de le voir évidemment, ces dessins sont écrits avec les dessins incompréhensibles sont écrits avec la même encre, avec la même plume, qui écrit des choses claires et distinctes. La distinction et l'indistinction sont écrits avec la même encre. Encore une question de représentation. Donc vous avez la moitié de la taille d'un veau des îles Helgoland. Comme si, c'est un peu, on commence à voir poindre la fantaisie de Lichtenberg, comme si les veaux des îles Helgoland étaient trop gros pour rentrer dans la page, on peut en dessiner qu'à moitié. Je vais vous donner une autre citation de Lichtenberg qui peut un peu encadrer ce genre de dessins qui sont assez difficiles à appréhender. Comme on exprime la chaleur, le froid et la force par des lignes, on désigne aussi des actions brillantes ou noires. Il serait plus ridicule de dire une action grise ou une action bleu ciel. Cependant, on pourrait exprimer beaucoup de choses par des idées sensibles. Je vous donne la traduction de ce texte. Ne publier un livre que quand on a quelque chose à dire, de bien tourner. Voilà une ambition des plus humaines. D'ailleurs, il n'y a pas de figure plus belle que les ronds. Je tiens la ligne en forme de queue comme le sujet qui convient le mieux pour un livre. Et j'avais déjà écrit sur cette ligne avant de savoir que William Hogarth a écrit sur le même sujet, ou avant que Tristram Shandy fasse ses manières qu'on lui connaît en zigzag, ou zigzag à double zigzag. Ainsi, alors, je ne sais pas, sans gêne, sans danger. Le dernier terme est assez dur à traduire. Alors,
Donc vous voyez, hein, ce petit dessin, c'est effectivement... Lichtenberg a écrit un livre sur les queues. Et je vais vous donner le dessin, il fait référence donc à Tristram Shandy, et je pense qu'il fait référence aux lignes de vie de Tristram Shandy. La courbe précise que j'ai suivie était la suivante. Alors, d'où il ressort qu'à l'exception du point A, mon petit voyage en Navarre, et de l'intentation B, qui correspond à l'épisode de Lady Bossière et de son page, je ne me suis pas offert la moindre digression capicante. Jusqu'au moment où les démons de Jean de la Casse m'ont fait faire le détour en D, car les menus variations CCC ici, ne sont rien d'autre que les fluctuations passagères de ces petits incidents qui animent la vie des grands hommes d'État, comparés à l'ensemble de leur œuvre ou à mes propres écarts d'importance, tels qu'ils apparaissent en A, B, D, ils ne se réduisent à rien. Ça, c'est tiré d'une édition... c'est tiré donc de Tristram Shandy, je ne sais plus comment c'est, Tristram Shandy, de Laurent Stern. Donc ça, c'est ce à quoi fait référence Lichtenberg. Et il a effectivement écrit un livre sur les queues, qui est en fait un pamphlet dirigé contre la théorie, la physiognomonie, comme vous voulez, de l'Avater. Deux mots peut-être sur l'Avater, donc c'était très à la mode à l'époque, en deuxième moitié du XVIIIe. La théorie de l'Avater, c'est de dire qu'on peut, à partir de détails physiques humains, on peut en déduire un caractère psychologique. On connaît toutes les dérives de ce genre de théorie, hein, avec les grands fronts, les grosses lèvres, d'où on tire les caractères raciaux. Et Lichtenberg a été le premier à... il me semble, enfin, il a critiqué très vite, il a écrit des pamphlets sur cette théorie, et il s'est dit, si on peut déduire un caractère à partir du visage, des traits du visage, on peut aussi déduire un trait de caractère à partir de la forme des queues. Donc en A, vous savez, capacité d'agir modérément efficiente. B, du gras au physique et au moral. C, incompréhensible, écrasé. Est-ce un monstre ou un brandon étincelant écrasé sur le pas du marcheur? D, sans doute mal dessiné. En réalité, brillant éclair, mâle et jaillissant. Et qu'il est déjà, il est encore soucieux du bon dessin. Comme tout à l'heure, on voyait les petits tortillons qui ressemblaient à des queues. Maintenant, on peut se dire ça. Il a le souci de précision, quand même. Est-ce que ce détail de queue traduit bien un brillant éclair, mâle et jaillissant? F, force éteinte, trop de lard. Je ne peux pas m'empêcher de vous citer ce texte tiré d'un livre édité chez Corti aussi, qui s'appelle Consolation à l'adresse des malheureux qui sont nés un 29 janvier, qui sont obligés de fêter leur anniversaire tous les 4 ans. Il a écrit aussi un autre livre qui... Pardon? On va tous savoir en E ce qu'il y a. Pardon? En E. En E, c'est un peu incompréhensible. D'accord. Désolé. Je n'ai pas réussi. Ouais, le pamphlet, oui. Donc, il a écrit aussi un autre pamphlet dirigé contre un savant allemand. C'était l'époque où on débattait beaucoup de la Grèce antique. C'est l'époque où on découvre les restes grecs sur le volcan du Vésuve. Bon, je retrouverai la ville. Et on discute de savoir quel accent on peut prendre pour réciter la poésie grecque.
Et son pamphlet, c'est bé, accent de mouton dans la Grèce antique et sur les bords de l'Elbe aujourd'hui. Kunkel Solus. Alors, le temps, qu'est-ce que c'est? Le temps, c'est le temps péril. Le temps, qu'est-ce que c'est? Se frottant les yeux. De la poussière, du sommeil ou du tabac à briser? Veuille le ciel que je rêve. Je crains que ce soit plus sérieux. Souffle, sacrément profond. Il y a tant de liens, tant de connexions dans cette folle histoire. Aucune brèche aussi vaste qu'un mais ou comme un comment allez-vous ou un amen. Ici et ici et ici encore, je ressens les chocs de la calèche. Celui-là embarquait, jetant sa bourse sur la table. Il était environ 26% plus lourd que moi. Et là, montrant son cœur, et là, oh, beaucoup plus facilement. Il se met sur le pied A, sur le pied B. Arrivent 3 étudiants, Solus. Les gens les jugent ainsi, faussement, obliquement. Je veux bien le tolérer. Pourquoi? Ils font de si bons vers. Ne comptez pas sur moi pour donner une interprétation de ce texte. Je peux simplement vous indiquer le cadre dans lequel cette chose a pu s'écrire. Peut-être 2 mois avant, si on faisait la même opération qu'a fait tout à l'heure l'éditeur qui a enlevé les dessins, on pourrait lire ce texte sans les dessins et puis dire mais c'est peut-être que Lichtenberg est un pionnier du surréalisme, c'est l'écriture automatique. Mais non, il y a des dessins qui sont là et qui nous empêchent d'interpréter trop vite. Alors 2 mots, Kunkel. Pourquoi Kunkel? Kunkel, c'est un peu c'est un des souffres-douleurs avec la bataille de Lichtenberg. Kunkel avait aussi des prétentions d'encyclopédiste. C'était la mode à l'époque de faire des tableaux des connaissances. Et il a fait ce genre de tableau. Et voilà ce que pense Lichtenberg. Il résume, après avoir lu ses écrits, les écrits de Kunkel, il résume ses écrits ainsi. Le tableau des connaissances se résume comme ça. Il y a les sciences qui apportent, donc une colonne, pain et mariage, une autre colonne, ni pain ni mariage, mariage mais pas de pain, pain mais pas de mariage. Et pour nous aider, sans doute, à bien situer le champ de connaissances dans lequel ça se développe, Lichtenberg rajoute une série de mots qui sont censés résumer la pensée de Kunkel: logica palestrica, metaphysica terminologico visionaria et critica gladiatorio offensiva. Autre chose à vous montrer. Ouais. Pour appuyer un peu comme sur les moyens que se donne Lichtenberg, je vous livre d'autres citations. Donc il y a, à propos de Kunkel toujours, la vie de Kunkel peut être commencée par la fin. Une paire d'empreintes ne fait pas encore un sentier. Et sinon, il y a non-sens et confusion doivent le faire, qu'on se le dise. Ils doivent le faire, c'est une traduction personnelle, doivent tenir, c'est une traduction avec un terme contemporain qu'on emploie aujourd'hui, ça va le faire.
Alors maintenant, on va rentrer un peu dans la réalité des choses. Pour l'instant, on a rêvé, on a regardé des dessins qui ne veulent rien dire. Là, tout d'un coup, Lichtenberg nous emmène vers quelque chose de plus réel. A-t-on bien branché les conducteurs? Probablement. Alors, le mot conducteur, on a le droit de penser, enfin, point de vue conducteur, donc il est physicien, on n'oublie pas. Et c'est l'époque où on se livre à beaucoup d'expériences sur le courant électrique, l'électricité, le grand sujet. Et puis aussi, on est en train d'installer les premiers paratonnerres. Fin deuxième moitié du XVIIIe, après les expériences de Benjamin Franklin, Lichtenberg s'est chargé de vulgariser, on pourrait dire, l'usage du paratonnerre. Et il y a aussi plein d'expériences sur l'électricité, aussi bien naturelle que produite par des matériaux qui font de l'électricité électrostatique, je vais y arriver. Et peut-être que aussi ce petit souci de savoir si on a bien branché le conducteur répond à un événement qui avait eu lieu à l'époque de Lichtenberg. C'est le professeur Richman qui est mort pendant une expérience sur les éclairs. Donc peut-être qu'il y avait, malgré tout, toute sa fantaisie, il avait peut-être quand même le souci de bien faire les choses pour ne pas s'exposer à des expériences mortelles. Et on va commencer à aborder la réalité. Là, donc, c'est à partir d'une contemplation d'une bougie. Je vous traduis ce tableau. J'ai vu quelquefois de la cire s'accumuler sur le côté étroit d'une bougie dont la mèche n'était pas centrée. Est-ce que c'est ça, l'instinct de formation Bildungstrieb? Ainsi, chaque petite goutte devient-elle de nouveau ronde. Elle sale. Qu'est-ce que c'est que cet instinct de formation Bildungstrieb? C'est un terme qui a été inventé à cette époque parce qu'on s'intéresse depuis longtemps, mais c'est réactivé le problème de savoir comment se développent les formes, aussi bien les formes naturelles, comment à partir d'un œuf on obtient un être vivant, comment se forment les choses. Et là, je vais vous lire un extrait. Donc, Bildungstrieb, instinct, tendance à l'information, est un terme créé par le physicien allemand Johann Blumenbach, qui l'a utilisé pour la première fois en 1781 pour décrire la capacité de la nature à se régénérer. Cette théorie était une sorte de réactualisation de la théorie de la force vitale, sujet remis au goût du jour par la découverte d'Abraham Tremblay concernant la capacité de l'hydre d'eau douce à régénérer ses parties manquantes. Von Humboldt, d'ailleurs, associé à Blumenbach, appelait ce phénomène force de vie. C'est assez amusant de voir que c'est Lichtenberg qui, lui, s'amuse en voyant une pauvre bougie en train de fondre et de faire une petite forme sur le côté. Il se dit, tiens, c'est peut-être ça, la fameuse théorie de la Bildungstrieb, je vois quelque chose qui émerge et qui prend forme. C'est évidemment, il y a un côté, c'est une dérision. Je pense que c'est dirigé aussi sur les scientifiques qui ont adhéré très vite à cette théorie. Il y a un ami commun à Lichtenberg et à von Humboldt, c'est Goethe lui-même, qui a écrit un essai intitulé Bildungstrieb, dont les éléments ont été utilisés dans les affinités électives. Vous repérez ce petit dessin hein, qui veut dire, qui signifie le Mercure. Mercure, c'est bien la planète. C'est utilisé à l'époque, ce genre de dessins, ils sont utilisés pour nommer les différents matériaux. Ici, vous avez un tableau qui s'intitule
les affinités single électives attraction, les affinités électives et attractives des matériaux. Donc je pense que l'usage que faisait Lichtenberg de ces petits signes faisait référence à ce genre de pratique. Autre chose. Deuxième bougie, deuxième observation à propos des bougies. J'ai déjà observé plusieurs fois les bougies, et encore la nuit passée. Parfois, quand la lumière baisse, apparaît une unique petite fibre mince qui se fixe dans la flamme et se maintient pendant de nombreuses minutes sans brûler. Et cette nuit-là, cette fibre était si mince que je l'aurais à peine vue si une boulette qui s'y était accrochée n'avait pas fait supposer sa présence. La petite fibre ne brûlait pas, mais elle ne grossissait pas non plus. Et la boulette de suie, bien que très lentement, augmentait. Ici, que le fin corpuscule peut avoir attiré encore beaucoup de suif, et que l'aération étant toujours suffisante, la fibre s'affaiblissait, et pour cette raison la mèche ne m'abandonne pas, ou soit que l'air pur ne parvenant pas à l'endroit où j'étais pour la consommer, détruire par combustion, c'est frappant chaque fois de voir une si fine fibrille de coton qui résiste dans la flamme comme un fil d'or ou de platine. On voit où conduit les contemplations de Lichtenberg. Il est très attentif, donc on voit aux choses qui se forment, aux accidents physiques qu'il observe. La bougie ne conduit pas à penser des grandes théories sur l'étendue, par exemple, qui est juste un siècle avant. Il est attentif à la façon dont les choses se transforment. Je suppose que c'est son habitude de physicien qui est conduit à ce genre de remarques. Ici, des spéculations plus... Enfin, si vous jugerez, je vais vous traduire. Si l'angle d'incidence des rayons du soleil sont parallèles à la diagonale CD, ici, d'un côté du cube, alors les faces A et B sont éclairées de façon égale. Mais seul B va être plus clair. Parce que, à vue d'œil, elle semble plus petite que la face A, et pour une quantité égale de lumière, la plus petite surface est vraiment plus éclairée. Alors, on peut douter, je ne sais pas. C'est assez difficile de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Peut-être que, comme cette forme n'est pas située, on est entre deux aspects, il y a à la fois quelque chose qui est sûrement perçu, mais il y a aussi une considération très géométrique. Est-ce que ce cube, par exemple, est-ce que cette forme, ce parallélépipède, est posé sur un support? S'il est posé sur un support, avec une orientation de la lumière suivant la diagonale ici, vous pouvez penser que la lumière éclaire également la table. Et que la lumière de la table peut se réfléchir sur B, et ce qui peut sans doute faire apparaître la face B plus lumineuse, par exemple. Mais ici, on est entre deux choses, on est entre le géométrique et le matériel, et c'est assez dur de se prononcer. Le 20 avril, j'ai vu un pigeon blanc voler devant les pignons sombres A, B, C. Vous la connaissez? A, B, C. Qui contrastait avec le ciel clair, D, E, F, donc entre au-dessus du toit. Le pigeon prenait le chemin MN. Il devenait noir dans les parties D, E, F et blanc dans A, B, C, qui sont les pignons sombres. Je parle de ce phénomène
seulement comme un exemple utilisable pour une chose très connue. Cette chose très connue, je ne sais pas ce que c'est, normalement c'est les contrastes simultanés, mais je ne crois pas qu'on parlait comme ça à l'époque. Il y avait peut-être des discussions qui se faisaient autour de Otto Rumb, qui avait dessiné la sphère des couleurs. C'était un débat aussi autour de Goethe. Alors, à propos de Lichtenberg, et à propos des couleurs, il y a Wittgenstein qui a fait une remarque qui peut nous aider à appréhender ce genre de réflexion. Lichtenberg prétend que peu d'hommes ont jamais vu du blanc pur. C'est-à-dire que la plupart utiliseraient donc le mot de travers. Et comment a-t-il appris, lui, l'usage correct? Bien plutôt, il a construit, à partir d'un usage de fait, un usage idéal, comme on construit une géométrie. Remarque sur le couleur. Autre propos, comme ça, concernant à la fois les phénomènes naturels, enfin les phénomènes visibles, et une possible géométrisation, une possible compréhension par la géométrie. Cette ligne est probablement la cycloïde, parce que celle-ci est la courbe brachistochrone. Quand un oiseau s'envole à partir d'un point B situé en hauteur, il ne suit jamais la ligne en pointillé, mais la courbe ACB. Après, je n'ai pas compris pourquoi il parle de l'oiseau à un vol horizontal plus facile, parce que ça semble contredire ce qui est dit plus haut, mais la remarque déjà est suffisante. On voit que Lichtenberg oriente toujours son attention, observe le monde qui est autour de lui, et essaye de comprendre, de mesurer, de voir comment rendre intelligibles les choses. Et son attention peut aller vraiment sur des sujets très divers. Et là, on comprend pourquoi on parle d'écrits mélangés. Maintenant, ça c'est extrait, jusqu'ici je vous ai montré des dessins extraits des Zudelbochum. Ce sont là maintenant des dessins extraits de la correspondance. Maintenant, une pièce amusante. La tactique du mouton. Le matin du 15 juin, en bas de l'église, des moutons étaient groupés devant le jardin. Il y en avait environ 50 à 60. Ils broutaient l'herbe excellente, qui est plus grande le long de la chaussée. Ils mangeaient très habilement, et seuls, ils se déplaçaient de la façon suivante. A, c'est la chaussée. B, des plantes, les bandes d'herbe. CC, environ 30 moutons qui en mangent. CC, ici. Là, ce sont des moutons qui sont rangés ici, qui mangent de l'herbe. D, ici, ce sont les bergers. Et E, le chien, derrière les bergers. Et quand les bergers s'approchaient de la colonne, les premiers moutons s'interrompaient et galopaient derrière le troupeau et faisaient le tour et commençaient à manger le temps qu'ils soient rattrapés par les autres qui aussi faisaient comme ça, ça tournait, quoi. Ici, ils sont dérangés, ils viennent brouter, et le temps que toute la bande ici se déplace, eux-mêmes, après, commençaient à refaire une boucle. Donc il a observé ça chez les moutons, ça l'a beaucoup amusé, et il dit dans la lettre qu'il a éclaté de rire en voyant ça. Alors c'est très intéressant de voir que cette observation se fait en même temps que les bougies, en même temps que les effets atmosphériques, on va voir bientôt. La forme du nuage était si extraordinairement singulière cette année
que les gens d'eux-mêmes regardaient le ciel et qui d'habitude ne le voient que quand ils veulent lui demander sa protection. Elle était, d'après moi, la forme du nuage, elle était, d'après moi, sûrement liée à la fertilité extraordinaire de cette année, avec la conjonction du temps orageux et des aurores boréales. Une fois, le professeur Meister et moi avons remarqué, à l'est, un nuage qui ressemblait à l'une de mes figures, l'électricité positive, les figures de Lichtenberg. Les figures de Lichtenberg, ce sont ces figures en zigzag. Quand vous tapez sur Wikipédia, vous avez immédiatement les figures de Lichtenberg. Ce sont des figures en zigzag qui marquent soit les corps humains, qui sont touchés par la foudre, ou certains corps, d'autres corps physiques qui sont touchés par la foudre. Et il a lui-même produit dans son laboratoire ces fameuses figures de Lichtenberg. A était le signe bleu. Tous les petits nuages B se dirigeaient vers le même centre. C était le mont Heimberg qui cachait la partie la plus basse. C'est bien sûr une partie encore peu travaillée des sciences naturelles, mais si de telles années devaient se reproduire, on devrait un peu la développer. Donc on voit l'attention de Lichtenberg sur les faits ordinaires, sur les faits extraordinaires qu'il rencontre au quotidien, et toujours en essayant, à partir de l'expérience personnelle ou des connaissances, essayer de traduire ou de donner un sens, ou essayer de se représenter ce qui se passe dans la nature. À ce propos, Lichtenberg, à propos de la nature, la fameuse observation de la nature, il a, dans un aphorisme, un des aphorismes qu'il a écrit, on dit aphorisme malgré tout, malgré le fait que ce ne soit pas des aphorismes et que ce sont des petites pensées très diverses. Le langage courant fait qu'aujourd'hui on parle couramment des aphorismes de Lichtenberg, c'est devenu une expression toute faite. Et une de ces pensées, c'est on ne doit pas lire le livre de la nature, on doit l'écrire. C'est-à-dire qu'on doit se donner ses propres moyens, sa petite géométrie, ses petits repères pour pouvoir décrire ce grand monde. Un autre aphorisme, trouver des relations et des similitudes entre la chose que personne d'autre ne voit, c'est ainsi que l'esprit peut conduire à des découvertes. Alors ça, c'est extrait de la même lettre où il y avait l'anecdote sur les moutons. Le 5 juillet, dans l'après-midi, entre 1h et 2, j'ai vu pour la première fois de ma vie une trombe d'eau. Je pense qu'il s'agit d'une tornade, mais bon, peu importe. Dans ma vie, une trombe d'eau. Elle venait de l'ouest. Un nuage avançait, terrible. Après l'avoir considéré avec horreur, peut-être pendant une demi-heure, pour vérifier si c'était bien un orage, je suis allé à la fenêtre côté nord, et là, je remarquais ce phénomène étrange. Du fond noir d'un nuage sombre pendait une sorte d'ergot gris cendre en un. La partie inférieure se déplaçait de façon très étrange, comme une trompe d'éléphant, une queue agitée. Quelques minutes plus tard, elle adoptait la figure et la position de 2, puis s'agitait en haut pour enfin disparaître. Il faut remarquer qu'il a pris la liberté tout simplement de représenter 3 temps différents sur un même dessin. Autre fait exceptionnel qu'il a observé, le soleil était déjà bien avancé et les 2 sommets se trouvaient encore dans l'ombre. Moment. Juste devant la plus haute pointe B, un nuage tout à fait clair se découpait parfaitement. Cela faisait comme si la montagne était percée et on croyait voir la rougeur du matin à travers.
La raison était la suivante. Bien que les deux pointes C et B semblent appartenir à un même massif, ce sont en fait deux montagnes différentes. C étant celle qui est la plus proche, et entre C et B, il y avait une vallée éclairée par le soleil. Autre témoignage de son émerveillement. Donc là, on va voir une suite comme ça de description du lever ou du coucher du soleil. J'écris cela à la fraîche, en attendant le lever du soleil à 4h45. Ce matin, autour de 3h45, 3 calèches, chacune avec 6 chevaux, roulaient vers le Dameron. Peu après, je vois un lièvre dans le jardin. Autour de 4h45, arrive M. Side, en robe de chambre. Le soleil apparaît, avec une magnificence indescriptible. Il se trouve entre les deux grands arbres A et B, et semble se situer plutôt vers l'arbre léger B. Il était précisément 4h05, d'après l'horloge de la ville, quand j'aperçus le premier point. Les calèches, ce matin, amenaient la landgravine de Cassel, femme du préfet. Dans l'après-midi, avec la famille Dietrich, le champagne nous a réjouis. Et le soir, autour de 10h30, à la maison, M. Denkel et Anschel chez moi. Là, tout d'un coup, on voit le mélange. On était jusqu'ici, Lichtenberg nous décrivait des faits exceptionnels. Et là, tout d'un coup, c'est le soleil du matin, qui est toujours un sujet d'admiration, et qui est associé à des événements quotidiens. Le matin du 20 décembre 1890, c'est 1790, je regardais le lever du soleil au-dessus du jardin. Et le soleil se trouvait à son niveau prévu, à son lever, au point A, juste au milieu de la porte du jardin du tonnelier. B. Le petit B en dessous. Le 21 décembre, donc le lendemain, les battements de cœur m'empêchaient d'aller au-delà. On voit donc Lichtenberg, à la fois s'émerveiller de la fête naturelle et le rendre à son plus bas niveau quotidien. Mais c'est quand il parle de juste au milieu, de se trouver à son niveau prévu, c'est qu'en fait, petit à petit, comme il a l'habitude de contempler le lever du soleil, il se rend compte que, évidemment, la ligne d'horizon devient un repère, devient presque même une sorte de calendrier. C'est qu'on peut prévoir, quand vous êtes sur la ligne d'horizon située à l'ouest, vous savez que du point extrême à l'autre point, entre les deux équinoxes, le soleil va se lever précisément à certains endroits. Là, cette fois c'était la porte du tonnelier. Peut-être que demain, ce sera la cheminée du maréchal Ferrand. Et comme ça, c'est assez étonnant de voir que Lichtenberg introduit à la fois de l'exceptionnel et du quotidien, et puis du local et du planétaire, enfin du système solaire. Et il va petit à petit construire un calendrier comme ça naturel, le point d'observation étant son jardin, la fenêtre qui donne sur son jardin. Alors, Heim se fait annoncer, le temps s'améliore, et moi, épouvantablement misérable et faible des bras et des jambes. À M. von Mur, sans doute un courrier, il écrit tout le matin. Le soir, Heim, très longtemps chez moi dans le jardin. Le soir, se couche. Le soir, le soleil se couche au point A. Vu la nouvelle lune à 9h45, comme une ligne blanche. Donc, 20h15 après la nouvelle lune. Là aussi, encore un mélange donc de faits quotidiens et le repère du lever du soleil. Et vous voyez que la ligne d'horizon se simplifie de plus en plus
au profit juste, comme si ça devient un peu plus une règle, où on situe des points qui vont faire, qui sont les dates, qui pourraient faire date. Vu le lever du soleil au point A, déjà un déplacement, on enterrera Madame Kirsten. Là, ça devient de plus en plus condensé. Donc, l'événement, le soleil qui se lève, est un événement local. Matin superbe, l'écho du coucou, tout à fait distinct. Après-midi, mauvais et venteux. Lettre du comptoir de Hanovre. Soleil en A le matin, le coucou avec l'écho parfaitement entendu. Un prisonnier est amené. Donc, condensation, ça, de différents éléments. Il y a souvent des prisonniers, il y a pas mal de militaires. Je pense que Göttingen doit être à la fois une ville universitaire, mais aussi une ville de garnison. J'écris cela le matin, dans le jardin, à 6 heures tapantes. Dans le ciel, pas très clair, le soleil se lève de l'autre côté du saut de la Lyon. Ce matin, j'entends vers 7h30 le premier rossignol. Le soir, un vent extraordinaire. Beaucoup de soldats arrivent. J'écris à Dr Verneux, de Snabruck, M. Wild et M. Treba. Le soir, le jeune Kunkel est transporté à la maison parce que c'est trop venteux et qu'il souffre des oreilles. Là, vous avez une évolution dans la façon dont le dessin est en relation avec le texte. C'est qu'en fait, il est presque devenu un signe qui voudrait dire lever de soleil. On pourrait même dire, parce que c'était pas en dehors de, c'est pas le de civilisation, mais une sorte d'idéogramme, comme si Lichtenberg s'était fait de réduction en réduction. Au départ, la ligne d'horizon et le lever de soleil, c'était un paysage, avec des arbres, avec des éléments très différenciés. Petit à petit, c'est devenu une courbe, un repère, un calendrier, et maintenant, ça devient comme une sorte de caractère. Une autre intégration, une autre... Ce matin, le soleil montait autour de 6 degrés au-dessus du saut de la Lyon. Un peu froid, et la nuit, la tempête horrible. Si froid que j'ai dû faire du feu à 8 heures. Monsieur Laurence est arrivé chez moi avec son fils. Lettre écrite à M. Bonnuc pour M. Heinke. De haut esprit universel chez moi, je ne sais pas à qui faire référence, peut-être la visite de Goethe. Ensuite, M. Lankin. m'envoie quelques affaires et vient encore ce soir. Alors c'est très intéressant de voir que ce soit devenu comme ça des signes qui s'intègrent au texte, parce qu'en fait, Lichtenberg manifeste plusieurs fois dans ses aphorismes, ses signes sur les aphorismes, on pourrait augmenter le nombre de ces caractères. On connaît, point d'exclamation, interrogation, virgule, point virgule, point, deux points, tiret, autant que les symboles des formations. Et de nombreuses fois, Lichtenberg manifeste comme ça son envie d'inventer des signes, d'augmenter un peu les possibilités d'expression. Et c'est précisément ce qu'il a fait avec son lever au coucher de soleil. Alors cette lettre s'adresse à l'administrateur du patrimoine, ou de l'architecture, de la région. Cher très administrateur, très cher administrateur, la question, quelle est la meilleure façon d'installer les paratonnerres
m'a souvent été posée depuis quelques années. En fait, il avait la responsabilité de l'installation des paratonnerres. Il est reconnu aussi comme astronome. C'est à lui qu'on a demandé de situer la ville de Hanovre. Vous savez, on est dans la deuxième moitié du XVIIIe, mais on n'a pas de système métrique universel. Il faut tout mesurer, il faut tout situer. Donc là, on lui a demandé d'installer des paratonnerres. Si l'éclair atteint le métal, il le suit, c'est certain. Et tout le problème des paratonnerres revient à cette question. Comment doit-on armer une maison contre l'éclair pour que les feux du ciel n'atteignent pas la maison, mais toujours l'armature? À ceci, je ne vois aucune autre solution que de mettre les maisons sous des cages, avec une pointe. Un tel pavillon, dans un jardin par exemple, devrait être magnifique. Bien sûr, la cage devrait être proportionnellement plus grande dans le rapport qui est montré ci-dessus. Le fer pourrait supporter des décors de toutes sortes. Par exemple, un Jupiter, un professeur de la physique des éclairs, entre un Auspicet. J'ai laissé Auspicet, normalement c'est Auspissen. Pissen, ça a le sens de familier que vous connaissez, c'est pisser. Mais comme c'est Auspissen, ça n'existe pas dans le dico, j'ai laissé, à côté du Jupiter, j'ai laissé le professeur de physique des éclairs, Auspicet. On pourrait aussi planter sur l'ouvrage de métal vignes, haricots, chèvrefeuilles et houblon. Une telle cage, dans laquelle les dieux de la terre doivent se terrer dès que le dieu du ciel commence à tonner, est le lieu propice à toutes sortes de plaisanteries. Ce sera le dernier mot de Lichtenberg pour aujourd'hui.